Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la main qui est notre objet de réflexion. Alors, au premier abord, la main n'est rien d'autre qu'un organe dont la science nous dit qu'elle est composée d'éléments biologiques et dont la science nous dit qu'elle résulte d'un processus d'évolution qui explique ce que l'homme est devenu biologiquement, en tant que corps appartenant à la nature. Alors, ce regard scientifique porté sur la main présente un intérêt scientifique. Mais lorsque la science dit quelque chose et qu'elle va au bout de ce qu'elle peut dire de l'objet sur lequel elle fait porter sa réflexion, lorsque la science dit quelque chose, le philosophe se demande si la science a tout dit lorsqu'elle a dit tout ce qu'elle avait à dire. Autrement dit, lorsque l'on pense la main comme un organe, au même titre que n'importe quel autre organe composant le corps humain, lorsqu'on ramène la main au résultat d'un processus d'évolution, a-t-on véritablement éclairé suffisamment ce que la main nous dit de nous-mêmes en tant qu'hommes? Autrement dit, le philosophe qui s'interroge sur la main posera la question de sa nature et de sa destination, de sa finalité, de son sens. Alors, pour prendre en considération ce point de vue philosophique qui permet de réfléchir la nature de la main et son sens, je vous invite d'abord à envisager ce qu'elle n'est pas. Hein, pour bien penser, nous dit Descartes, il faut penser clairement et distinctement, et donc commencer par distinguer la chose que l'on cherche à réfléchir de ce qu'elle n'est pas est nécessaire, et souvent très éclairant. Envisageons donc un corps dénué de mains, et plus précisément un corps vivant, ne possédant pas de main et trouvant sa place au cœur de la nature. J'envisagerai ici le corps d'une araignée, hein, ces petites araignées qu'on voit dans les jardins et qui tissent leurs toiles, hein, ces toiles que l'on retrouve le matin recouvertes de rosée. Regardons bien cette araignée lorsqu'elle est à la tâche. Hein, d'abord, elle tisse une sorte d'armature, et puis ensuite, elle va tisser des rayons hein, en spirale, de sorte à obtenir un piège qui va lui permettre de capturer les proies afin de se nourrir, ce qui lui permettra de se maintenir dans l'existence. Si on la regarde maintenant, lorsqu'elle est affairée, qu'on la regarde un peu attentivement, on s'aperçoit qu'elle fait preuve d'une véritable adresse. Hein, avec ses pattes avant, elle s'agrippe à l'armature de la toile qu'elle a tissée, elle tient fermement le dispositif, tandis qu'avec les pattes arrière, elle tire le fil de soie qui sort de son abdomen, elle fixe ce fil de soie sur un des éléments du dispositif, puis elle fixe ce même fil de soie sur un autre élément du dispositif, elle lâche le fil qui va trouver sa place en vibrant comme la corde d'un arc, et elle va répéter hein, cette opération autant de fois qu'il est nécessaire, de sorte qu'elle va obtenir un piège absolument redoutable dans son efficacité. Hein. Malheur à la proie qui va être prise hein, dans ce piège-là, et que chaque trémulation empêtrera davantage. Hein. C'est-à-dire que ici, l'araignée fait preuve d'une efficacité absolument extraordinaire. Alors ce qui est frappant, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que l'araignée fait ce qu'elle fait sans main. Hein. Elle n'a pas de main. Elle n'a pas d'outils d'ailleurs. Puisqu'elle n'a pas de main, elle ne va pas utiliser d'outils, mais elle n'en a pas besoin. Elle n'en a pas besoin puisque son corps est parfaitement adapté à la fonction, hein, qui est celle de tisser une toile. Ah, son corps est parfaitement adapté. Elle a un abdomen qui fabrique un fil de soie. Elle a des pattes qui lui permettent de s'agripper à un dispositif de manière assurée. Hein, et une fois qu'elle est arrimée à ce dispositif, elle peut tisser avec les pattes arrière, et chaque patte ici a une fonction qui est parfaitement en phase avec la morphologie hein, de ses pattes. Donc la morphologie de l'araignée lui permet de faire ce qu'elle fait. Alors, c'est intéressant parce que je ne vais pas m'engager aujourd'hui dans la voie d'une réflexion sur la conscience animale, mais imaginons un instant que l'araignée soit comme un tisserand, comme un artisan. Imaginons un instant qu'elle soit consciente. Hein, imaginons qu'elle opère la tâche qu'elle opère, mais consciemment. Bon. Il faudrait, dans ce cas de figure, qu'elle ait envie de tisser des toiles. Parce que une araignée consciente qui tisserait sa toile, elle se dirait
il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Elle aurait une représentation de la toile achevée et elle mettrait en œuvre les moyens afin d'obtenir le résultat attendu. Mais si cette araignée était consciente, par la conscience, elle pourrait très bien éprouver quelque chose qui est comme le désir de ne plus tisser d'étoiles. Imaginons un instant qu'une araignée consciente décide de devenir peintre. Comment, avec le corps qui est le sien, pourrait-elle tenir le pinceau permettant de poser sur la toile les touches qui vont, et avec le fusain, de tirer les traits qui vont permettre d'obtenir l'œuvre d'art attendue. Imaginons une araignée qui décide de devenir maçon. Imaginons une araignée, etc. Donc on voit bien que le corps de l'araignée est parfaitement adapté à une seule tâche, fabriquer des toiles. Si l'araignée est consciente, on n'en sait rien. Après tout, comme le dit Descartes, l'esprit ne peut pas pénétrer dans le cœur des bêtes. Bon, mais si elle est consciente, on espère pour elle qu'elle souhaite tisser des toiles. Parce que si elle désirait faire autre chose, immédiatement, son corps lui apparaîtrait comme une carapace l'emprisonnant dans une réalité qui l'empêcherait d'assouvir le désir qu'elle aurait de faire ceci ou cela. On pensera ici à la métamorphose de Kafka. Lorsque le personnage principal se réveille et qu'il prend conscience qu'il est devenu une espèce de cloporte condamné à ramper et à se cacher de la lumière, sa vie est un enfer. Donc l'araignée consciente qui désirerait faire autre chose que tisser des toiles serait comme le personnage principal de la métamorphose de Kafka. Elle serait immédiatement emprisonnée dans un corps, dans une carapace, qui la contraindrait à faire ce qu'elle ne veut pas faire. D'ailleurs, ça laisse penser que l'araignée, si elle n'est pas consciente de faire ce qu'elle fait, finalement, c'est pas mal. On espère pour elle, d'ailleurs, qu'elle opère ce qu'elle opère par instinct, en vertu d'une force naturelle inconsciente. On le souhaite pour elle, parce que si jamais elle était consciente. Ou alors, si elle est consciente, on espère qu'elle fait preuve de cette immense sagesse stoïcienne qui consiste à vouloir que les événements se produisent comme ils se produisent. Parce qu'il faut qu'elle veuille avoir le corps qu'elle a, il faut qu'elle veuille tisser des toiles compte tenu du corps qu'elle a. Donc il faut, si elle est consciente, qu'elle fasse preuve d'une immense sagesse pour que sa vie ne soit pas un enfer. Donc, l'araignée n'a pas de main. Et pourtant, elle tisse des toiles. Et elle ne peut le faire que parce qu'elle a le corps d'une spécialiste. Voilà, son corps est parfaitement spécialisé. Elle fait des toiles avec une adresse extraordinaire parce que son corps est parfaitement adapté à cette tâche-là. Alors, c'est intéressant parce que si maintenant nous regardons le corps humain, lui, possède des mains. Or, la main est justement ce qui permet d'être tisserand, comme une araignée, mais aussi d'être maçon, d'être peintre, enfin, d'être soldat, de tenir une arme, etc. Donc, la main est ce qui permet à l'homme d'effectuer des tâches dans une immense diversité. La main, dit Aristote, est l'organe qui permet de tenir une multiplicité d'outils. Et donc la main est ce qui permet à l'homme de n'être pas emprisonné dans une tâche. Autrement dit, le fait que l'homme ait des mains indique que l'homme n'est pas, de ce point de vue-là, emprisonné dans son corps. Il n'y a pas que l'homme qui a des mains, de ce point de vue-là. Les orang-outans, les gorilles, les chimpanzés, les grands singes ont des mains. Et d'ailleurs, c'est assez frappant, quand on regarde la main de ces grands singes, on y voit une immense proximité avec la main humaine. Bon. Et donc, ça donne d'ailleurs à ces animaux déjà une grande souplesse, une grande agilité dans leur rapport au réel. Mais l'homme se distingue dans la mesure où il élabore des civilisations, etc. Je n'entre pas là non plus dans la question de savoir si les grands singes pensent ou ne pensent pas, c'est pas ça, mais on voit bien ici qu'il y a une immense diversité que l'intelligence humaine permet, et cette immense diversité n'est pas sans lien avec la main. Mais ça n'est pas la main qui produit mécaniquement l'intelligence, puisque sinon on trouverait la même diversité de production chez tous les êtres possédant des mains. Si l'homme ne se définit pas simplement comme une réalité mécanique noyée dans une nature et déterminée par la réalité matérielle simplement. Si l'homme est esprit, âme, ça veut dire que l'homme est non seulement âme végétative, comme une plante, non seulement âme sensitive, comme un animal, je reprends la distinction d'Aristote ici, mais âme pensante. Donc, si l'homme est une âme, l'homme ne devient pleinement ce qu'il est
qu'en actualisant les potentialités de son âme. Et cette actualisation fait de l'âme pensante une âme effectivement réalisée, réelle. Bon. Mais, on vient de le voir, la diversité, la multiplication des modes de rapport au réel que permet la main est en rapport avec l'intelligence. Donc, l'analyse d'Aristote, c'est que l'intelligence est la cause finale de la main. La main est ce qui permet l'actualisation des potentialités intelligentes de l'homme. Donc, elle permet l'actualisation. Ce n'est pas une cause mécanique qui produit un effet comme le feu engendre la fumée. La main, ici, est le moyen permettant l'actualisation des potentialités de l'âme humaine. Ça, c'est très éclairant. C'est très éclairant parce que si on pense la main, comme on vient de le faire à l'instant, si on réfléchit la main autrement que comme un organe conçu biologiquement, conçu selon des mécanismes qui sont ceux de la corporéité matérielle, si l'on conçoit la main autrement que scientifiquement, alors on se dit que la main nous révèle peut-être quelque chose de notre nature. Alors, chez Aristote, la main révèle que l'homme possède en lui une capacité d'intelligence, que la main va actualiser. Mais on peut se dire, et là ce sera l'analyse de Kant, que la main nous révèle quelque chose de notre destinée. L'animal, tel que l'araignée qu'on évoquait tout à l'heure, est emprisonné dans un corps qui le détermine à accomplir telle ou telle tâche spécialisée. Au fond, les animaux sont des spécialistes. Ils sont spécialisés. Le castor est équipé pour faire des barrages. L'araignée est équipée pour tisser des toiles. La taupe est équipée pour creuser des galeries, etc. Donc, les animaux sont spécialisés, plus ou moins. Les grands singes sont beaucoup moins spécialisés, évidemment, que les lombrics. Bon. Mais il y a une spécialisation dans le monde animal qu'on ne retrouve pas chez l'homme. La main est ce qui fait de l'homme un être non spécialisé. La main est donc ce qui indique une destination de l'homme. Un être qui n'est pas emprisonné dans une spécialisation. Un être qui n'est pas emprisonné par son corps dans une tâche déterminée. Cet être est un être libre. Ce que la main nous révèle, c'est non seulement qu'il y a en nous une capacité d'intelligence à actualiser, que Rousseau appelait la perfectibilité. Ce que la main nous révèle, c'est non seulement que nous avons en nous une intelligence à actualiser, mais elle nous révèle également que nous sommes des libertés. Nous ne sommes pas emprisonnés dans une nature qui nous assignerait une place, un rôle, une fonction, une tâche absolument déterminée. Alors comme toujours, la philosophie qui s'attache à la réalité qu'elle considère comme objet, la philosophie dégage un sens, elle dégage quelque chose qui nous permet de réfléchir l'objet dont il est question. Et ce qu'on voit là, en pensant la main philosophiquement, c'est que penser la main, c'est penser l'homme, et plus précisément, c'est penser l'homme comme un être tout à fait singulier, c'est-à-dire penser l'homme comme un être de liberté, ce qui, évidemment, ne sera pas sans conséquence, si on s'engage dans cette voie-là, sur la vision que l'on doit avoir de l'homme comme être vivant en société, comme être faisant partie d'un État, comme être qui doit agir conformément à sa nature. Si le corps de l'homme, le corps même de l'homme, nous révèle que la destination de l'homme, c'est la liberté, alors rien ne doit nous détourner de la liberté lorsqu'on réfléchit l'homme. Si le corps de l'homme nous révèle déjà que l'homme est une liberté, et évidemment si l'on considère l'homme non seulement comme un corps mais comme un esprit, c'est bien la liberté qui est au cœur de la réflexion dès lors que l'on prend en considération le précepte socratique « Connais-toi toi-même ». Voilà, eh bien je vous dis à bientôt avec un nouvel objet de réflexion.